Nous allons voir dans cette vidéo les notions essentielles de cours pour le chapitre énergie interne de l'enseignement de spécialité de physique-chimie pour la classe de terminale STI 2D. Dans cette vidéo, vous aurez un quiz de 10 questions, donc n'hésitez pas à vous munir dès maintenant d'une calculatrice, d'un crayon et d'une feuille de brouillon. Imaginez, vous marchez en forêt, il n'y a pas du tout de vent, mais il fait froid. Il règne une température de 2 degrés. Vous trouvez une maison abandonnée. Vous dites, lorsque je vais pénétrer dans cette maison, il va faire un petit peu plus chaud. Eh bien non, à l'intérieur de cette maison, il régnera également une température de 2 degrés. Si vous souhaitez que dans la maison, il règne une température de 19 degrés, la seule solution est de faire un apport d'énergie thermique dans cette maison. Vous allez, par exemple, allumer un feu de cheminée. Mais ce n'est pas si simple. Prenons l'exemple d'un grand réservoir. On veut que dans ce réservoir, il y ait 19 mètres d'eau. Mais les parois du réservoir sont poreuses, il y a des fuites. Donc chaque seconde, il s'écoule de l'eau par ces fuites. Il est donc très difficile d'avoir un niveau constant de 19 mètres dans le réservoir. La seule solution, en fait, est avec un robinet, d'injecter dans le réservoir, chaque seconde, autant d'eau qu'il sort par les fuites. Bien sûr, si les fuites sont nombreuses, on doit injecter beaucoup d'eau dans le réservoir chaque seconde. Et plus les fuites sont nombreuses, plus ça va nous coûter cher de maintenir un niveau constant de 19 mètres dans ce réservoir. Pour une maison, c'est à peu près la même chose. À l'extérieur, il règne une température de 2 degrés. À l'intérieur de la maison, on souhaite 19 degrés. La seule solution est d'injecter de l'énergie thermique dans la maison. Des radiateurs vont par exemple avoir cette fonction d'injecter de l'énergie thermique. Mais cette énergie thermique, en fait, elle va en permanence vouloir s'échapper de la maison, car l'énergie thermique est capable de traverser les murs. Donc, comme pour le robinet, qui injectait de l'eau dans le réservoir pour compenser les pertes et maintenir un niveau constant de 19 mètres, eh bien, le but des radiateurs est d'injecter chaque seconde dans la maison de l'énergie thermique pour compenser celle qui s'échappe chaque seconde à travers les murs. L'énergie thermique qui s'échappe chaque seconde à travers les murs, donc en joules par seconde, c'est ce que l'on appelle le flux thermique. Ce flux thermique est généralement noté par la lettre grecque phi majuscule et des joules par seconde, ce sont des watts, donc ce flux thermique est exprimé en watts. Quant au sens du flux thermique, très logiquement, il va toujours du chaud vers le froid. Imaginons une maison mal isolée. Si elle est mal isolée, ça veut dire que les murs de cette maison laissent facilement passer l'énergie thermique. Il y a beaucoup de fuites. Donc pour avoir 19 degrés dans la maison, les radiateurs, par exemple, vont être obligés chaque seconde d'injecter dans la maison 3000 joules pour compenser les 3000 watts de déperdition thermique qu'il y a à travers les murs. Mais si la même maison a des murs qui sont mieux isolés, pour les mêmes conditions de vie, c'est-à-dire toujours avoir 19 degrés à l'intérieur de la maison alors que dehors il fait 2 degrés, les radiateurs vont être obligés de fournir chaque seconde beaucoup moins d'énergie thermique. Par exemple, dans ce cas, il va y avoir 3 fois moins d'énergie thermique à injecter dans la maison chaque seconde, tout simplement parce que les déperditions thermiques à travers les murs ont été divisées par 3. Mais au fait, comment l'énergie thermique arrive-t-elle à traverser un mur?
Et pour répondre à cette question, il faut regarder la constitution d'un solide d'un point de vue microscopique. Un solide est composé de molécules, mais les molécules se touchent entre elles. Si bien qu'une molécule peut vibrer, mais elle ne peut pas se déplacer. Et en fait, les molécules vibrent en permanence. Dès qu'un solide a une certaine température, ces molécules vibrent. Pour que les molécules ne vibrent pas du tout, il faudrait que la température du solide soit à moins 273,15 degrés Celsius, soit 0 Kelvin. Revenons à notre exemple. Nous avons ici par exemple un mur en béton, et d'un côté il règne 20 degrés, de l'autre 5 degrés. Du côté des 20 degrés, les molécules de béton vibrent beaucoup, car elles sont chaudes. Si bien qu'elles vont faire vibrer les molécules voisines. Et ainsi de suite, de proche en proche, la vibration va traverser le mur. Et c'est comme ça que l'énergie thermique peut traverser un solide. Si vous voulez prendre une analogie, vous pensez à quelqu'un qui met de la musique dans une maison. Ça fait vibrer les molécules d'air font vibrer les molécules qui composent le mur, et puis de proche en proche, la vibration traverse le mur, et on entend la musique à l'extérieur. Alors ce phénomène de transmission de la chaleur dans un solide porte un nom précis, c'est ce que l'on appelle la conduction de la chaleur. Mais vous savez tous depuis bien longtemps que tous les solides ne laissent pas passer l'énergie thermique de la même façon. Le bois, par exemple, est un bon isolant thermique. Il s'oppose à l'énergie thermique qui veut le traverser. C'est pour ça qu'en montagne, on fait des chalets en bois. La grandeur physique qui va traduire la propriété qu'a le matériau à plus ou moins bien se laisser traverser par de l'énergie thermique, c'est la conductivité thermique du matériau. Et généralement, on utilise la lettre grecque lambda pour représenter cette conductivité thermique. Par exemple, pour la laine de verre, lambda vaut 0,03. La laine de verre est un bon isolant thermique. La laine de verre s'oppose au passage de l'énergie thermique. En revanche, le cuivre aura une conductivité thermique, un lambda, qui vaut environ 400 dans les unités du système international, et ce matériau est un mauvais isolant thermique. Il laisse facilement passer l'énergie thermique. Donc, à retenir, un bon isolant thermique aura une conductivité thermique faible. Donc, son lambda aura une valeur qui sera petite. En fait, la compréhension de la transmission de la chaleur d'un point de vue microscopique à travers un solide permet d'élaborer des matériaux qui résistent très bien au passage de l'énergie thermique. Et on peut ainsi les utiliser pour construire des habitations. Donc on a vu que c'était de proche en proche que l'énergie thermique arrivait à traverser un solide par des phénomènes de vibration. La solution serait donc de pouvoir amortir cette vibration, éviter qu'elle ne se propage dans le mur. Une des solutions, c'est de faire plein de petites bulles d'air, ce qui va casser la chaîne de transmission de la vibration. Si on arrive à faire ça, on invente un super isolant. Vous venez d'inventer le polystyrène. En fait, le polystyrène, c'est une structure qui contient plein de toutes petites bulles d'air. Et plus le polystyrène contient des bulles d'air qui sont nombreuses et qui sont de petits diamètres, plus le polystyrène est efficace, plus il est isolant, c'est-à-dire plus il s'opposera au passage de l'énergie thermique à travers lui. On va se tester pour voir si vous avez compris et assimilé les notions que nous venons de voir. Question numéro 1. Un flux thermique phi peut-il s'exprimer en kilowattheure? A. Oui. B. Non.
Eh bien non. Un flux thermique, c'est une puissance. Il s'exprime donc en watts ou kilowatts, par exemple, mégawatts, etc. Kilowattheure est une unité d'énergie, de même que joule ou kilojoule ou wattheure. Question numéro 2. Le flux thermique à travers la paroi du réfrigérateur est-il orienté dans le bon sens dans l'illustration ci-dessous? A. Oui. B. Non. Non, attention, un flux thermique va toujours du chaud vers le froid. Donc, le flux thermique va vers l'intérieur du frigo. Question numéro 3. Quel matériau est le meilleur isolant thermique parmi les trois proposés ci-dessous? A. Du béton. B. De la mousse de polyuréthane. C. Du polystyrène. Et vous avez pour chaque matériau la conductivité thermique qui est donnée en watts par mètre degré. À retenir, plus la conductivité thermique lambda est faible, meilleur est l'isolant. Donc ici, c'est le polystyrène qui a une conductivité thermique la plus faible avec 0,025 watts par mètre degré. Donc, c'est le polystyrène qui sera le meilleur isolant. Réponse C. Reprenons le cours. Est-il possible pour un architecte de calculer sur le papier les déperditions thermiques d'une maison dont il a réalisé les plans? En se disant, voilà, cette maison en hiver, si dehors il fait 2 degrés et qu'à l'intérieur je souhaite une température de 19 degrés, il va y avoir des déperditions thermiques que je vais compenser par les radiateurs qui vont être installés dans la maison. Oui, mais avec la composition des murs que je préconise, quelle doit être la puissance des radiateurs que je dois mettre dans chaque pièce? Donc, est-ce qu'il existe une formule pour calculer sur le papier la puissance thermique qui va traverser les murs? La réponse est oui. Nous avons ici un mur de surface S qui a une épaisseur E. Et ce mur est composé du même matériau de conductivité thermique lambda. D'un côté du mur, il y a 19 degrés, de l'autre, 2 degrés. Il s'établit donc un flux thermique qui va aller du chaud vers le froid. Ce flux phi, on peut calculer sa valeur grâce à l'expression littérale écart des températures de chaque côté du mur, TI moins TE, divisé par la résistance thermique du mur. La résistance thermique du mur se calcule par l'expression littérale épaisseur du mur en mètres divisé par le produit de la conductivité thermique du mur et de la surface du mur. Donc, si phi est égal à delta T sur R, phi étant watts, delta T en degrés, cette résistance thermique aura pour unité des degrés divisés par des watts. Mais dans la réalité, il est rare d'avoir un mur qui soit composé que d'un seul matériau. Généralement, il y a plusieurs matériaux qui sont plaqués les uns contre les autres. En fait, ça fait une paroi multicouche. Pour calculer le flux thermique qui va traverser une paroi multicouche, si on connaît la composition du mur et l'écart de température de chaque côté,
C'est simple, c'est la même formule que celle qu'on vient de voir précédemment. Le flux thermique est égal à l'écart de température de chaque côté du mur divisé par la résistance thermique du mur multicouche. Où ça va changer, c'est pour l'expression de cette résistance thermique globale. En fait, la résistance thermique du mur multicouche, c'est égal à la somme des résistances thermiques de chaque couche. Donc ici, par exemple, la résistance du mur, c'est E1 divisé par lambda 1S plus E2 divisé par lambda 2S. Reprenons notre petit quiz. Question numéro 4. Plus un mur en béton est épais, plus sa résistance thermique est grande. C'est A vrai ou B faux? Eh bien, c'est vrai. Il suffit de regarder l'expression littérale de la résistance thermique d'un mur, c'est E divisé par lambda S. Donc, si E augmente, eh bien, la résistance thermique augmente. Question numéro 4. Quelle est la valeur de la résistance thermique d'un mur de 10 mètres carrés composé de bois d'une épaisseur de 10 cm? On vous donne la valeur de la conductivité thermique du bois qui est de 0,15 watts par mètre degré. Il suffit d'appliquer la formule du cours qui dit que la résistance thermique c'est E divisé par lambda S. L'épaisseur du mur fait 10 cm. Attention, il faut l'exprimer en mètres, c'est-à-dire 0,1, divisé par lambda du bois 0,15, multiplié par S, la surface du mur en mètres carrés. Vous trouvez donc une résistance thermique pour ce mur qui vaut 0,067 degrés par watt. Question numéro 6. La résistance thermique d'une paroi vaut R égale 0,067 degrés par watt. Cette paroi sépare l'intérieur d'une maison à 20 degrés de l'extérieur où il règne 1 degré. Quel flux de chaleur traverse alors cette paroi?
Vous allez utiliser la formule que le flux, c'est la température la plus chaude moins la température la plus froide de chaque côté du mur divisé par la résistance thermique du mur, donc 20 degrés moins 1 degré, divisé par 0,067. À travers ce mur, il y a un flux de chaleur, un flux thermique, qui est de 284 watts. Question numéro 7. La résistance thermique d'une paroi vaut R égale 0,067 degrés par watt. Cette paroi sépare l'intérieur d'une maison à 20 degrés de l'extérieur où il règne moins 5 degrés Celsius. Quel flux de chaleur, quel flux thermique, traverse alors cette paroi ? Attention, piège ici, puisque la température extérieure est de moins 5 degrés. Donc dans la formule, le flux de chaleur, donc le flux thermique, c'est la température la plus chaude moins la température la plus froide. Eh bien ça va faire 20 moins 5. Donc en fait 20 plus 5 divisé par la résistance thermique du mur. Donc à travers ce mur, il va s'établir un flux thermique de 373 watts. Question numéro 8, un petit peu plus compliquée. Quelle est la valeur de la résistance thermique d'un mur de 15 m² de surface, composé comme le montre l'illustration ci-dessous? Donc nous avons 2 cm de béton qui est collé à 20 cm de polystyrène. La conductivité thermique du béton est de 1,70 watts par mètre degré, et la conductivité thermique du polystyrène est 0,025 watts par mètre degré Celsius. Vous allez utiliser la formule qui dit que la résistance thermique d'un mur qui est composé de plusieurs couches, c'est en fait la somme des résistances thermiques de chaque couche. Donc pour le béton, vous allez faire E sur lambda S, et puis après, pour le polystyrène, vous allez faire E sur lambda S. Autre piège, il faut donner l'épaisseur des murs en mètres.
donc 2 cm de béton, ça fait 0,02 m de béton. 20 cm de polystyrène, c'est 0,2 m de polystyrène. Et on trouve ainsi une résistance du mur de 0,534 degrés par watt. Question numéro 9, beaucoup plus simple. Dans quel sens est le flux thermique qui traverse ce mur? Réponse A, de gauche à droite. Réponse B, de droite à gauche. Bien sûr, le flux thermique va de droite à gauche. Réponse B, puisque le flux thermique va toujours du plus chaud vers le plus froid. Question numéro 10. Un flux thermique traverse-t-il ce mur? Sachant qu'ici, de chaque côté du mur, il règne la même température qui est de 20 degrés. Eh bien non. Tout simplement parce que, certes, cette paroi a une résistance thermique puisqu'il y a une épaisseur de 2 cm de béton et une épaisseur de 20 cm de polystyrène qui sont collés l'un contre l'autre. Mais le flux thermique, lui, son expression littérale, c'est l'écart de température de chaque côté du mur divisé par la résistance thermique du mur. Or, l'écart de température, TI moins TE, ici ça fait 20 degrés moins 20 degrés, ça fait 0. Donc le flux thermique est nul. Il n'y a pas de flux thermique qui traverse ce mur si de chaque côté du mur, il y a la même température. Allez, maintenant c'est fini, vous pouvez calculer votre score sur 10 pour voir si vous avez bien assimilé les notions essentielles sur l'énergie interne que nous venons de voir grâce à cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci.